Bonjour et bienvenue dans les studios de Mediapart pour un nouveau numéro de L'Esprit des lieux, une collection d'entretiens vidéo et de débats que l'on va essayer de tenir tout au long de l'année 2020 avec plusieurs journalistes de Mediapart autour de l'architecture et de l'urbanisme. Alors, nous avons évoqué il y a quelques semaines le chantier des Halles à Paris avec la critique Françoise Fromonneau et cette fois-ci, direction l'Algérie et l'ensemble de constructions qui ont été lancées par le pouvoir colonial français durant les années de guerre de 1954 à 1962. Pour en parler, Samia Eni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne, vous enseignez à l'université Cornell aux États-Unis, dans l'État de New York, et vous venez de publier en France un livre passionnant qui s'appelle « Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie » aux éditions B42. Alors, pour vous interroger avec moi, Rachida El Azzouzi. Bonjour Rachida. Bonjour. Alors, tu suis de très près pour Mediapart l'actualité mouvementée de l'Algérie depuis plusieurs années maintenant. Et pour commencer cet entretien, Samia Eni, est-ce que vous pouvez nous dire, pour que l'on commence à y voir plus clair, ce que vous mettez derrière cette formule, cette expression d'architecture de la contre-révolution, parce que ça paraît comme ça très théorique, mais en fait c'est très concret sur le territoire algérien. Absolument, c'est très concret comme vous le dites. J'ai utilisé deux mots qui peut-être pour le public, disons pour les historiens de l'architecture ou les étudiants en architecture, qui paraît un peu étrange de mettre architecture et contre-révolution. On comprend très bien ce qu'est l'architecture, c'est l'art de construire, l'art de bâtir, mais je voulais aussi insinuer l'art d'organiser et contrôler des populations sur un territoire. Contre-révolution, on n'entend pas parler vraiment en architecture, c'est un terme militaire très précis. On appelle ça aujourd'hui contre-insurrection, mais dans les années 50 et les années 60, on appelait ça contre-révolution. Donc ce sont des politiques planifiées pour contrôler la révolution. Donc l'architecture de la contre-révolution, je voulais vraiment comprendre comment l'armée française et l'État colonial français a essayé d'organiser et de contrôler la population sur le territoire de l'Algérie pendant la révolution algérienne, donc contre la révolution. On va parler du coup à la fois barrage routier, mirador, poste de frontière, etc., mais aussi des constructions de logements et de barres de logements. Rachida. L'une de ces politiques les plus saisissantes et méconnues en France, de cette transformation du territoire algérien, de l'aménagement du bâti, que ce soit en terrain rural ou en terrain urbain, c'est l'existence de ces camps de regroupement. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette politique et nous expliquer comment ces camps ont permis d'asseoir la ségrégation et donc de diviser pour mieux régner et isoler la population? Tout au début, quand la révolution avait commencé dans les Aurès et dans les zones rurales de l'Algérie, l'armée française n'arrivait pas vraiment à contrôler ces zones rurales et les habitants de ces zones parce qu'ils étaient pour l'armée française des zones assez isolées. Et donc, ils avaient créé des zones interdites. Ces zones interdites étaient aussi des zones habitées et donc, ils avaient évacué la population qui habitait dans ces zones interdites et ils avaient au début créé ces camps de regroupement et jusqu'à 1957, il n'y avait pas vraiment de politique ou de règlement, directive précise. Donc, c'était très chaotique et aussi très violent. Et donc anarchique. C'était des créations un peu anarchiques au départ? Ça dépendait vraiment des officiers qui contrôlaient ou supervisaient ces territoires ou ces zones rurales. Donc certains étaient extrêmement violents, extrêmement anarchiques, et d'autres étaient un peu plus organisés. Avec l'arrivée de Raoul Salan, général Raoul Salan, il a, on va dire ça comme ça, normalisé ces évacuations de masse, et créer des camps de regroupement, on va dire ça, un peu plus organisés. Et puis après, avec l'arrivée du général de Gaulle, et même surtout avec le rapport de Michel Rocard, en fait, ce rapport, il a vraiment
créé un scandale médiatique assez fort et l'opinion publique a compris, a su que ces camps secrets, jusqu'alors, était en train de se construire en Algérie. Là, c'est un Michel Rocard dont on parle, parce que peut-être qu'on peut, qui est très jeune, qui a 28-29 ans, je crois, de mémoire. Et donc là, on est en quelle année à peu près, le rapport Michel Rocard? 1959. Donc voilà, et là, ça crée un scandale médiatique parce qu'on découvre l'existence de ces camps de repeuplement. Peut-être juste préciser que du jour au lendemain, on a déplacé des populations, on leur a fait quitter leurs terres, leurs villages, leurs communautés, leurs familles. Ça a été vraiment des déchirements, des déracinements. On a séparé les hommes, des femmes, des enfants. Et c'était d'une extrême violence. Absolument, c'était d'une extrême violence et ce l'est encore aujourd'hui dans le sens où on n'a pas encore pu fermer toutes les plaies et tous ces déplacements qui étaient aussi massifs. Oui. Juste peut-être parce que là, on voit défiler donc 2 photos de ces camps que vous avez publiés dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui a pris ces photographies qui sont assez impressionnantes? La majorité des photographies que j'ai pu publier sur ce livre viennent ou ont été produites par le service qui s'appelle le service cinématographique des armées. C'est un service militaire français qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom qui s'appelle le ECPAD, les établissements de communication de production audiovisuelle de la défense, qui se trouve ici même, et qui produisait ces photographies et aussi des vidéos pour montrer ce que l'armée française faisait dans ces camps de regroupement. Surtout après le scandale médiatique, on a essayé vraiment de transformer certains camps permanents en villages. Le général de Gaulle a demandé à Paul Delouvrier d'administrer, de transformer la population. Et donc, Paul Delouvrier a créé ce plan qui s'appelle, national, les 1000 villages. C'est un programme des 1000 villages. Donc ça, c'est une directive de 1960, je regarde mes notes. Voilà, et Delouvrier, effectivement, c'est ce haut fonctionnaire français qui a été chargé d'appliquer beaucoup des politiques de Gaulle en la matière en Algérie. Absolument, et surtout avec ce programme des 1000 villages, on a commencé à créer des images qui montraient que l'armée française était là pour... on va dire ça comme ça, pour utiliser les mots qu'utilisait l'armée française à l'époque, pour aider et civiliser, disons, les Algériens qui étaient démunis, qui vivaient dans ces régions rurales. Il faut le dire, ce sont des camps qui étaient marqués par la misère, la famine. On était obligé de se nourrir parfois avec les racines. Il n'y avait vraiment rien d'autre. Donc à la violence du déracinement s'ajoutait aussi la violence du quotidien dans ces lieux-là. Absolument. Il y a même des ouvrages, par exemple l'ouvrage de Michel Cornatan qui parle de ces camps. On a, disons, essayé de vraiment... comprendre ce qui s'est passé dans ces camps. Il y a même le travail de Pierre Bourdieu. Mais j'ai essayé vraiment de comprendre pourquoi ou comment ces camps peuvent participer ou faire partie de cette architecture de la contre-révolution. Donc ce qui m'intéressait vraiment, c'est comment ces zones interdites et ces camps de regroupement ont contrôlé ou pas la population. Un autre moment clé que vous avez déjà en partie évoqué, c'est le plan de Constantine. Alors là, on est en 1958, en octobre. Le général de Gaulle à Constantine annonce en fait un espèce de plan quinquennal absolument gigantesque. Alors, il faut se resituer un peu dans une époque où on avait le plan Marshall, le plan Monnet, qui étaient autant de plans pour reconstruire un peu l'Europe et la France. Et donc arrive ce plan de Constantine dans lequel il est prévu notamment la construction de logements pour 1 million de personnes. Et notamment, donc, c'est ce fameux Paul Delouvrier dont on a déjà parlé qui va être chargé de la réalisation de ce plan. Je me demandais, évidemment c'est le sujet du livre, mais est-ce que vous pouvez peut-être un peu de manière assez générale nous dire un peu finalement, est-ce que ces promesses ont été tenues? Est-ce que ces bâtiments ont été construits? Est-ce que à chaque fois ce sont des architectes et des concepteurs français qui ont fait ces bâtiments, ou d'une manière ou d'une autre des Algériens colonisés ont pu avoir leur mot à dire dans certains cas?
ou est-ce que c'est un énorme plan de BTP qui a profité à l'économie française en priorité? Est-ce que déjà, pour voilà, donner quelques caractéristiques générales, vous pouvez nous répondre là-dessus? Peut-être, pour commencer, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, c'est que ce qu'on appelait ici en France, après la Deuxième Guerre mondiale, les plans de modernisation, comme vous avez évoqué le plan Monnet, par exemple, le plan de Constantine s'appelait un plan de développement. Donc je me suis aussi questionnée pourquoi, même si Paul Delouvrier faisait déjà partie de cette commission du plan après la Deuxième Guerre mondiale, ici en France, il a travaillé aussi sur ce plan de Constantine en Algérie. Et pourquoi on appelait le plan en France le plan de modernisation et le plan en Algérie le plan de développement? Donc pour moi, ça c'était vraiment une question fondamentale, vu que c'était, et j'essaie de le démontrer avec des faits très concrets, ce sont les mêmes personnes, ce sont presque les mêmes politiques urbaines et économiques. Donc pour moi, ça c'était vraiment une question assez fondamentale. Paul Delouvrier est vraiment une personne clé, vu qu'il participe à la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale, au lancement du plan de Constantine en Algérie, et après il revient en France. Il est nommé à la tête de l'aménagement de la région parisienne. Donc on voit vraiment son expertise, disons, de la France après la Seconde Guerre mondiale, de l'Algérie colonisée pendant la guerre, et il revient en France. Donc ces politiques urbaines et surtout ces politiques de logement, qui sont très importantes vu qu'il y a vraiment une continuité, donc c'est vraiment un personnage assez clé. Pour revenir, disons, aux architectes peut-être, qui ont été nommés ou qui ont vraiment travaillé sur le plan de Constantine. Quand De Gaulle arrive en Algérie en 1958, à Alger même, il y avait Jacques Chevalier, qui était le maire de la ville d'Alger, et il construisait déjà des logements, vu que les bidonvilles à Alger étaient assez visibles. Donc il a vraiment lancé la réorganisation, le réaménagement de la ville d'Alger. Et en fait, quand De Gaulle lance ce plan de Constantine, il écarte plusieurs architectes, techniciens et personnes qui travaillaient autour de Chevalier, et il écarte même Chevalier même. Donc il fallait construire très très vite avec très très peu d'argent. Donc il construisait vraiment des bars et des grands ensembles. Et la qualité de ces grands ensembles était aussi pas très... Enfin, c'était vraiment une qualité assez basse. Donc là, on voit vraiment que De Gaulle avait sa politique et son plan de construire vite avec très peu de moyens. Celles et ceux qui nous écoutent ont en tête quelques bâtiments un peu phares comme ça de l'architecture d'Alger. Par exemple, Climat de France, qui sont les grands ensembles comme ça de Fernand Pouillon, qui ont marqué quand même, voilà, qui reste une référence pour des architectes aujourd'hui. Donc Fernand Pouillon qui était inspiré d'Auguste Perret, qui a beaucoup construit, notamment à Marseille, voilà, en bordure du Panier notamment. Je voulais vous demander, parce que votre ouvrage est un texte voilà, d'historienne principalement, est-ce que vous êtes autorisé par moment à faire aussi de la critique architecturale, d'aller dire si tel bâtiment vous semble plus réussi qu'un autre, ou si pour vous c'est pas la question, parce que ce qui est important c'est de voir que ces bâtiments sont construits à un moment où une guerre se déroule, et donc qui rentre dans un projet voilà, du colonisateur français, etc., etc. Ou alors, si on peut quand même se permettre de faire une critique architecturale de ces bâtiments et de dire que finalement Fernand Pouillon a mieux construit qu'un autre, etc., etc. Je n'ai pas vraiment fait de la critique architecturale. Je l'ai fait peut-être par des moments vraiment très courts pour essayer de faire des comparaisons entre ce qui a été construit avant De Gaulle et après De Gaulle. Juste pour évoquer qu'on construisait déjà avant, surtout à Alger, et que... Le plus grand chantier de France. Exactement. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'essayer de composer des pièces d'un puzzle très complexe, vu qu'il
on ne parle pas vraiment de cette architecture en tant qu'architecture. Et pour les historiens de l'architecture, ce n'est pas, peut-être pas tout le monde bien sûr, mais certains historiens de l'architecture, peut-être cette architecture n'est pas aussi intéressante pour mériter d'être critiquée ou d'être vraiment évoquée. Vous avez évoqué Fernand Pouillant. Je l'évoque aussi, mais d'une façon très rapide, juste pour dire que il a essayé de comprendre certaines façons de vivre, certaines façons de faire, et les logements du plan de Constantine, il y a cet intérêt à, disons, aux Algériens, ou l'intérêt à comprendre comment les Algériens vivaient, n'existait pratiquement pas du tout. Donc j'ai fait des comparaisons de ce genre, mais je n'ai pas beaucoup parlé de la qualité architecturale, on va dire comme ça. J'ai beaucoup critiqué, bien sûr, les logements du plan de Constantine, surtout le logement semi-urbain, et qui est pour moi, j'appelle ça vraiment une typologie coloniale où on appauvrit les habitants qui étaient déjà assez pauvres, parce qu'on les considérait ni urbains ni ruraux, et on n'a pas vraiment on a créé vraiment une typologie qui a créé plus de problèmes que de solutions, on va dire ça comme ça. Et sincèrement, ce qui m'intéressait aussi, c'était la lecture et l'étude des textes, des directives militaires, parce que la majorité de ces plans, il y avait bien sûr des techniciens, mais par exemple, ce qu'on appelle la résorption des bidonvilles commençait par une directive militaire. On devait se débarrasser des bidonvilles parce que l'armée française pensait que les révolutionnaires algériens, ceux qui combattaient pour la révolution algérienne, habitaient parmi la population, donc se trouvaient parmi la population, et aussi dans les bidonvilles. Donc on ne pouvait pas vraiment pénétrer, pour encore une fois utiliser un mot de l'armée française, pénétrer dans les bidonvilles. Donc on ne pouvait pas vraiment contrôler ce tissu urbain très dense. Donc je m'intéressais plus à ça, à comment, ou à pourquoi cette architecture faisait partie de l'architecture, de ce que j'appelle l'architecture de la contre-révolution. Et s'il y a bien un lieu emblématique pour les Français de leur incapacité à savoir comment s'organiser les Algériens, c'était la Casbah d'Alger. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette Casbah qui est classée patrimoine mondial de l'humanité, mais qui est aussi un condensé des maux et des paralysies de l'Algérie et qui n'en finit pas de s'écrouler. La France a saigné ce joyau à 3 reprises durant l'interminable nuit coloniale. En 1830, suivant l'invasion de la Régence, à la fin des années 30, lors de ce que la France a appelé la guerre aux taudis, et dans les années 50, en pleine guerre d'indépendance. Il y a eu une énorme polémique, j'imagine que vous l'avez l'un et l'autre suivi. On en a d'ailleurs parlé dans Mediapart, lorsque très récemment, le pouvoir algérien a voulu donner les clés de la réhabilitation aux Français, à l'architecte français Jean Nouvel. Il y a eu une énorme polémique qui fait qu'aujourd'hui ce projet a été retiré aux Français parce qu'on disait que ce n'est pas possible de donner les clés d'une telle réhabilitation à l'oppresseur colonial qui a saigné par 3 fois cette Casbah. Est-ce que vous, cette polémique vous a interpellé? Quelle était votre réflexion autour de cela? Qu'est-ce que cela dit aussi des liens entre la France et l'Algérie? Et puis, sur cette Casbah qui a été donc saignée, notamment le bas de la Casbah. Le bas de la Casbah a été totalement européanisé, donc elle a été rasée pour qu'on en fasse des bâtiments coloniaux à l'architecture haussmannienne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, bien entendu, ça m'a interpellée. La Casbah, c'est un patrimoine, mais c'est aussi vraiment un quartier habité depuis des siècles, principalement par des Algériens, par des gens de la Casbah, on va dire ça comme ça. Et qui fut l'épicentre de cette bataille d'Alger durant la guerre d'indépendance. Voilà, absolument. On peut en parler, qui abritait notamment Ali Lapointe, toutes les grandes figures de la résistance algérienne. Absolument. Et là aussi encore,
vu que le tissu urbain de la Casbah est extrêmement dense, l'armée française n'arrivait pas vraiment à contrôler la population. Et la bataille d'Alger vraiment fut, je dirais même, un traumatisme pour certains officiers, vu que son tissu est extrêmement, extrêmement dense. Pour moi, c'est un peu difficile de dire... J'ai suivi la polémique, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, des architectes, des gens de la Casbah, des sociologues d'Algérie et de France. Et il y a plusieurs approches à cette question. Il y a certaines personnes qui disent il faut vraiment quelqu'un de fort pour sauver la Casbah. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que la Casbah n'est pas vraiment entretenue, n'est pas vraiment pris en charge par, disons, la ville d'Alger et par ceux qui ont les possibilités financières de le faire, on va dire ça comme ça. Mais elle est habitée et elle est vraiment respectée. Mais malheureusement, elle n'est pas entretenue. Il y a d'autres personnes qui disent non, absolument pas. Encore une fois, un Français qui va montrer aux Algériens comment traiter la Casbah. Et je dois aussi dire que Jean Nouvel n'a pas vraiment d'expérience sur cette question du patrimoine, de la restauration du patrimoine. Moi, ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est la façon dont ça a été fait. Vu qu'on pouvait très bien faire un appel, un concours, inclure des gens qui habitent dans la Casbah, des gens qui ont travaillé, qui travaillent depuis des années, vraiment des sociologues, des architectes, des gens qui respectent beaucoup la Casbah, ils connaissent très très bien la Casbah. Ce processus, la façon dont ça a été fait, pour moi, c'est vraiment... Ça dit encore une fois que ces gens-là ne respectent pas assez la Casbah, vu que ceux qui y habitent, ceux qui ont travaillé, qui ont fait un travail extraordinaire, n'ont pas été inclus dans cette conversation. Et d'ailleurs, en écho peut-être à la question de Rachida, j'avais une question un peu liée au prologue du texte que vous avez publié, parce que le livre pour lequel on vous reçoit en français, en fait, a été publié en 2017 dans une version anglaise, et il s'accompagne d'une exposition qui est plus précisément, je crois, sur les documents autour des camps de regroupement, et qui a notamment été montrée à Paris en 2018, pas n'importe où, à la Colonie, qui est un lieu tenu par Kader Attia, un artiste que d'ailleurs tu as reçu dans ce studio même et qui s'interroge tout le temps sur la question du legs colonial, etc. Et vous dites dans ce prologue que certaines institutions publiques françaises ont manifesté une gêne à l'idée d'accueillir cette exposition. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Merci pour cette question. Oui. Disons que pour moi, les camps de regroupement, c'est vraiment une question, pas seulement d'architecture, bien entendu, c'est une question militaire, c'est une question aussi économique et sociale, qui s'est reproduite bien après aussi dans d'autres pays dans le monde. Il faut savoir aussi ce que j'ai essayé de faire dans un chapitre qui s'appelle « Pacification contre-révolution », aussi d'essayer de comprendre cette continuité des politiques coloniales, ou disons de la colonisation du colonialisme, donc 19e siècle, 20e siècle, et l'exportation de ce savoir militaire colonial vers les États-Unis et l'Amérique du Sud. Donc au Vietnam, on va voir certaines opérations, mesures qui vont se répéter là-bas. Il y a eu aussi un moment, en 2005, une reproduction des techniques que les SAS, les sections administratives spécialisées, avaient employées en Algérie pour les combats qui se passaient en Afghanistan et au Kosovo. Et donc on voit vraiment, ce n'est pas seulement la France en Algérie, c'est aussi la France, l'exportation de ce savoir dans le monde. Donc on voit vraiment une continuité. Ça m'intéressait énormément. Donc la question des camps, j'ai essayé vraiment de la comprendre un peu plus par rapport à toutes ces questions.
Donc il y a ce chapitre qui est dévoilé l'existence des premiers camps. On croit que les premiers camps ont commencé en 1957, donc j'ai trouvé que même Jacques Soustelle lui-même parle des camps bien avant 1957, donc je dis qu'il y avait des camps bien avant. Il faut vraiment essayer de les documenter, de vraiment partager ces histoires avec un public un peu plus large. Le fantôme de Vichy à Constantine, là Sur la présence de Maurice Papon, du coup, à Constantine. À Constantine, exactement. Et après, bien après, avec des camps permanents au village, là, j'essaie de voir cette transformation des camps en villages, que moi, je n'appellerais pas village, je continue à les appeler camps. Donc, j'ai travaillé avec des documents de propagande très marquants que je n'ai pas publiés dans le livre. Donc, pour moi, c'était... vu que ce sont des documents de propagande, on ne peut pas les publier tels comme ils sont, vu que c'est de la propagande. Donc il faut créer un dispositif audiovisuel qui essaie de dépropagandiser, je vais appeler ça comme ça, ces documents audiovisuels. Donc des photographies, des vidéos, mais aussi des textes, des archives. Et j'ai pu aussi trouver des archives privées qui montrent la production, par exemple, de ces vidéos. Donc il y a plusieurs voies dans cette exposition. Il y a vraiment une déconstruction de ces documents audiovisuels. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'essayer de travailler avec des documents français et d'essayer de les lire contre eux-mêmes, si on peut appeler ça comme ça. Et cette exposition a commencé, qui s'appelle Violence discrète, parce que c'est très difficile de voir. Certaines photographies ne montrent jamais, par exemple, l'apport des armes. Donc il faut vraiment chercher la violence dans la lecture de ces voix. Et elle a commencé à Zurich, et un de mes collègues qui est français, qui est historien, il a dit que cette exposition devrait absolument être présentée en France. Donc lui, étant historien de l'architecture français, il a contacté vraiment des institutions françaises assez importantes, publiques. On m'a dit que, entre guillemets, cette exposition a intéressé plusieurs personnes. Donc elle a été montrée à l'Institut de l'architecture, The New Institute à Rotterdam, à Berlin. Quadrati, elle l'a vu à Berlin, donc il a dit il faut absolument la montrer en France, ici à la Colonie à Paris, Johannesburg, Prague, Cornell, etc. Elle a vraiment voyagé, vu que c'est la façon dont ces objets, ces voix dialoguent est très très forte. Et donc, ces institutions françaises disaient que c'est trop spécifique. Donc j'ai essayé de proposer une exposition sur, pas que les camps de regroupement, mais sur cette architecture de la contre-révolution. Donc j'ai réécrit un projet pour essayer de parler au grand public. Et là, très précisément, j'ai contacté, par exemple, la Cité du patrimoine et de l'architecture à Paris, et on est encore en conversation. J'attends encore leur décision. Et il y a vraiment plusieurs exemples d'institutions qui hésitent pour des raisons. Moi, c'est une spéculation, je pense, des gens comme Paul Delouvrier, il est très connu ici en France pour le réaménagement de la région parisienne et pas pour l'Algérie. Donc essayer de créer ces ponts entre l'Algérie et la France pourrait déstabiliser des architectes ou des historiens. Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est plutôt le contraire. Ça pourrait vraiment créer des ponts et des conversations, et je pense que ça pourrait vraiment... on pourrait réfléchir d'une façon plus ouverte à ces deux rives de la Méditerranée. Alors je voudrais qu'on questionne justement ce savoir-faire français acquis en Algérie en matière d'architecture, de violence de l'architecture, qui est la question de nos banlieues ici en France. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a été un laboratoire des banlieues françaises
de ces grands ensembles qui nous ont été vendus comme des grandes utopies du vivre ensemble, etc., qui se sont révélés être des ghettos, des lieux où on a tout simplement isolé les populations immigrées, c'est-à-dire donc de véritables lieux de ségrégation des populations immigrées. Je pense par exemple à une cité en particulier, puisqu'on a parlé de Fernand Pouillon, on pourrait parler aussi d'un grand maître du modernisme en matière d'architecture, c'est Le Corbusier, avec la Cité radieuse à Marseille, qui est un des premiers grands ensembles d'habitat collectif. Et Le Corbusier s'est inspiré de l'architecture du Mzab en Algérie. Est-ce que donc, pour vous, l'Algérie est un laboratoire de nos non-lieux? Je dirais que c'est une thèse que beaucoup de historiens de l'architecture, mais historiens aussi en général, ont défendu, que les colonies ont été vraiment des laboratoires pour plusieurs questions. Je dirais, en ce qui concerne les grands ensembles, c'était vraiment des allers-retours. Il y avait déjà la planification des grands ensembles déjà après l'indépendance ici. On a perfectionné ça, on va dire ça comme ça peut-être, en Algérie. Et après, avec de l'ouvrier, on a utilisé certaines mesures et pratiques qui se passaient en Algérie, absolument oui. Ce qui est intéressant, il y a vraiment cette politique de la décentralisation et déconcentration. Ce sont deux façons de libérer les villes, les grandes villes, par exemple Alger, Oran, Constantine. Donc cette déconcentration, décentralisation a été d'abord testée en Algérie et après, bien après, elle a été testée ou appliquée ici en France. Donc on a créé ces villes, des nouvelles villes autour de la grande ville. Dans votre prologue, vous évoquez le Hirak algérien, ce soulèvement extraordinaire depuis plus de 10 mois qui a conduit à la chute du président au pouvoir ces 20 dernières années, Abdelaziz Bouteflika, et depuis beaucoup d'autres événements. Le dernier en date, c'est l'élection d'un président rejeté à nouveau par la rue, qui manifeste selon une chorégraphie contestataire 2 fois par semaine depuis 10 mois. Vous dites notamment qu'il y a peut-être une continuité coloniale dans ce qui se joue aujourd'hui en Algérie. Et ça m'interpelle parce qu'il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui me disent très souvent qu'ils ont le sentiment de vivre depuis l'indépendance du pays comme une colonisation de l'intérieur. C'est-à-dire que cette fois, ce ne sont plus les Français, mais ce sont les dirigeants algériens qui se succèdent et ce fameux système derrière lequel il y a toute une caste des clans opaques et corrompus qui tirent les manettes du pouvoir. Est-ce que cela vous parle? Ce qui m'a vraiment interpellée, c'est l'utilisation du mot « indépendance » par les Algériens eux-mêmes. Ils veulent leur indépendance, ils demandent l'indépendance, ils utilisent le mot « indépendance », c'est l'istiqlal en arabe. C'est le même mot qui a été utilisé dans les années 50 et 60. Donc ce mot, il a été utilisé après l'écriture du prologue. Je me rappelle très bien quand j'ai entendu pour la première fois le mot « indépendance », ça m'a vraiment interpellée. Je parle aussi des pratiques coloniales. Vu que ce sont des façons de faire, ce sont des répressions, il y a vraiment des façons de penser, de faire, de contrôler et de confisquer, disons, la liberté du peuple, vu qu'on parle de sha'b, du peuple en Algérie. Donc il faudra vraiment, vu que je ne suis pas là avec eux, en train de battre et de demander mes droits, j'aimerais vraiment, on va dire que le mot indépendance est très important. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci beaucoup à vous, Samia Eni, d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que votre livre s'intitule « Architecture de la contre-révolution » aux éditions B42. Et peut-être, on espère découvrir du coup une exposition parisienne, qui sait, dans les mois à venir, qui reprendra des éléments de ce livre. À bientôt pour d'autres entretiens dans le studio de Mediapart. Et merci à toi, Rachida. Merci beaucoup.